Bienvenue à toutes et à tous. Cet épisode de podcast est présenté par TooGap, une association engagée pour la gouvernance partagée entre les femmes et les hommes. TooGap, ce sont plus de 70 réseaux du public et du privé qui travaillent activement à une gouvernance plus équitable et inclusive. Dans chaque épisode, nous explorerons les facettes de cet engagement mondial en faveur de la diversité. Préparez-vous à plonger dans des conversations inspirantes et à découvrir comment nous pouvons ensemble créer un monde plus juste. Cette série d'épisodes est un format livre audio de notre livre blanc 2023 sur le thème Femmes, pouvoir et argent. Le livre blanc de TooGap est un recueil annuel rédigé par nos membres et réseaux membres. Il inclut diverses constatations, études sur le terrain, dans la fonction publique et les entreprises, sur un thème donné. En s'appuyant sur ces matériaux, le livre blanc, dans sa dernière partie, permet de relayer les propositions de TooGap pour une gouvernance partagée. Les disparités de rémunération entre les femmes et les hommes croissent avec l'accès au pouvoir. Malgré l'augmentation des femmes cadres, composant 42% de cette population, on rappelle le concept de plancher collant, qui affecte le déroulement de la carrière des femmes. En effet, à diplôme et poste équivalent en début de carrière, l'écart de rémunération s'élève à 18%, augmentant à 29,4% au bout de 30 ans d'ancienneté en France. Première partie, un phénomène mondial. L'ampleur du phénomène s'observe à l'échelle globale. Dans l'OCDE, en moyenne, l'écart salarial entre les genres s'élève à 12%. Même si les femmes disposent de compétences équivalentes, voire supérieures, elles travaillent plus souvent dans des métiers moins valorisés financièrement. L'écart salarial se place majoritairement dans la même entreprise. Environ 3/4 de l'écart salarial s'explique par le fait qu'une entreprise rémunère mieux les hommes que les femmes, à compétences égales. L'autre 1/4 s'explique par la présence de femmes dans des métiers moins rémunérés. Cet écart s'accentue avec l'âge. Cet écart a un impact sur la mobilité professionnelle. Les femmes sont moins sujettes à être promues. Cela s'explique par la part de temps partiel occupée par les femmes ainsi que par le changement d'entreprise, n'entraînant pas d'augmentation salariale. En somme, les femmes changent d'emploi pour des raisons familiales et moins financières. L'écart entre les deux genres s'accentue autour de l'âge de maternité, appelé « the motherhood penalty ». Les congés maternité entraînent de lourdes pertes de revenus, soit environ 4 à 8%, dépendant de la durée du congé et des compétences détenues. Cette perte de revenus illustre l'expérience manquée ainsi que le fait d'effectuer un mi-temps, en retour de congé maternité permettant une moindre évolution de carrière. Deuxièmement, l'argent mesure du pouvoir. Le sujet de l'équité financière, contribution de Financiel, réseau de TooGap. L'Organisation internationale du travail, OIT, a répertorié dans une étude parue il y a quelques années les principales causes de l'écart de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes sont souvent embauchées à des salaires inférieurs à ceux des hommes. Moins de temps de socialisation au bureau et en dehors avec les collègues se traduit par un salaire inférieur. Les femmes risquent une peine de maternité. Les femmes sont moins enclines à demander des augmentations. Aussi, l'OIT nous indique que les femmes sont en moyenne, mondialement, 20% moins bien payées que les hommes. Plus particulièrement, Eurostat nous révèle, sur la base de données datant de novembre 2021 et mars 2022, que l'écart de rémunération homme-femme, plus élevé, se situe dans le secteur des activités financières et de l'assurance. Dans tous les États membres de l'Union européenne, pour lesquels des données sont disponibles, à l'exception de la Belgique et de l'Espagne, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les activités financières et de l'assurance est plus élevé que dans l'ensemble des autres secteurs d'activité. En 2020, l'écart de rémunération entre hommes et femmes dans les activités financières et de l'assurance variait de 6,4% en Belgique à 38,9% en République tchèque. À cette date, la France se classait au 18e rang sur 25 pays pour ses activités de la finance et de l'assurance. Gender Pay Gap de 30,8% pour la France dans ce secteur. Comme indiqué plus haut et relevé par l'OIT,
La maternité n'est pas un facteur aidant au maintien du salaire des femmes au niveau de celui des hommes sur le long terme. Et ce, malgré un dispositif légal qui essaie d'aider les femmes, notamment en France. Ainsi, la loi numéro 2006-340 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a été votée pour mettre en place des dispositions visant à réduire les inégalités salariales et de permettre aux femmes de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en renforçant le droit des femmes en congé de maternité. Cette loi permet de limiter les potentiels écarts de rémunération créés pendant les périodes d'absence liées au congé. De nombreuses entreprises du secteur privé l'ont mise en place. Toutefois, cette loi ne permet pas de pallier aux opportunités manquées qu'une femme peut subir lorsqu'elle est en congé de maternité. Une promotion qui se décide sans qu'elle lui soit proposée, ou des difficultés à s'insérer dans un processus de recrutement compétitif, sans accès aux documents de l'entreprise pour préparer des entretiens de recrutement, si les accès lui ont été coupés, comme c'est le cas dans certaines entreprises, pour faciliter le droit à la déconnexion, qui peut être aussi excluant. À son retour, ce sont aux biais de décisions que la femme, et désormais maman, doit faire face. Sous couvert de bienveillance, une femme peut manquer des possibilités d'évolution qui peuvent ne pas lui être proposées. Je ne pense pas qu'elle puisse être intéressée par ce poste qui requiert des déplacements fréquents, étant donné qu'elle a un enfant en bas âge. La meilleure chose à faire est de proposer sans préjugés. Il est nécessaire que les entreprises forment leurs managers à la connaissance de leurs biais cognitifs. Certains biais de décision excluants s'appliquent plus rarement aux hommes. Sur le sujet de l'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer, nous pouvons noter que la France a amorcé un rattrapage pour permettre aux hommes d'être plus disponibles à cette période, notamment grâce aux mesures concernant les congés de paternité. Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité en France est passée de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires. La France, avec cette mesure, se rapproche des pays européens favorables aux pères lors de l'arrivée d'un enfant dans leur foyer, mais reste toutefois en retard comparé à la Finlande ou à l'Espagne, offrant respectivement 9 et 12 semaines aux hommes souhaitant s'impliquer suite à l'arrivée d'un nouvel enfant. Cela vient peut-être du fait que la France a moins besoin d'avoir les parents à domicile sur une longue période lors de la petite enfance par rapport à certains de nos voisins européens, comme en Allemagne par exemple, du fait d'une infrastructure de petite enfance relativement bien développée, comme les crèches publiques et privées, des assistantes et assistants maternels. Il y a toutefois des disparités géographiques à ne pas ignorer. Cela est positif, mais peut rendre d'autant plus handicapant le retour à l'emploi suite à un choix de congé parental perçu comme discriminant. Le congé parental est rémunéré à hauteur d'un tiers du SMIC. Il est rapidement arbitré entre les parents. Les salaires des femmes étant en moyenne moins élevés que ceux des hommes, une réforme de 2015 devait permettre à 25% des hommes de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leur progéniture. Aujourd'hui, ils sont toujours moins de 1% à y avoir recours à taux plein, contre 14% pour les femmes. Les grandes entreprises ont joué le jeu du congé de paternité en le rendant attractif pour les hommes. Des entreprises de la Fédération financière proposent ainsi la subrogation, c'est-à-dire le maintien du salaire du père ou de la mère pendant leur congé de paternité ou maternité, respectivement. C'est une des conditions qui rend le congé de paternité attractif aux pères. Une étude de l'INED nous apprend que les pères ayant un diplôme de l'enseignement supérieur prennent plus fréquemment leur congé de paternité que les pères peu ou pas diplômés. Ils sont plus souvent en emploi avec un contrat long ou permanent, travaillent plus souvent dans les secteurs publics que dans le privé et ont des revenus plus élevés que les pères qui n'utilisent pas le congé. Troisièmement, focus sur les femmes ingénieurs. À ce titre, l'exemple des femmes ingénieurs figure comme une illustration. Depuis 10 ans, selon le baromètre de l'Observatoire des femmes ingénieurs, on compte 250 000 femmes pour 750 000 hommes, soit un quart de la population étudiée. Dans les écoles d'ingénieurs, elles ne représentent que 30% des étudiants et étudiantes. Cette présence moindre s'accompagne d'une différence salariale. L'Observatoire des femmes ingénieurs souligne une différence de 18% entre les salaires des hommes et celui des femmes. Malgré les évolutions qui tendent à réduire cet écart, les fonctions les plus rémunératrices sont l'objet d'inégalités encore plus importantes, soit environ une différence de 30%. Ainsi, selon l'association Femmes Ingénieurs, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'accentue avec les générations plus âgées, mais se réduit significativement par rapport aux années précédentes.
L'écart de salaire en début de carrière est difficile à comprendre. Les entreprises qui recherchent plus de mixité dans leurs équipes devraient veiller à mieux rémunérer les ingénieurs. Le salaire des femmes ingénieurs augmente au cours de leur carrière, qu'importe la taille de leurs équipes. Même s'il faut prendre avec précaution les chiffres, en raison des échantillons de faible taille, les courbes de tendance marquent clairement une progression en fonction de l'âge. Même constat de disparité en ce qui concerne l'écart de salaire entre les femmes et les hommes ingénieurs. Le salaire brut médian annuel des femmes ingénieurs est de 50 100 €, alors que celui des hommes est de 58 900 €, soit 18% de plus. En 2019, le salaire brut médian annuel des femmes ingénieurs était de 49 700 €, tandis que celui des hommes était de 60 120 €, soit 21% de plus. L'écart entre les salaires médians entre les femmes ingénieurs et les hommes ingénieurs semble se réduire, mais ce constat est à moduler du fait d'une fluidité du marché du travail ralentie pendant les années Covid. Le salaire moyen est de 59 200 € pour les ingénieurs et 72 600 € pour les ingénieurs, soit 23% de plus. Ces différences de moyenne sont trompeuses du fait des déséquilibres de proportion de femmes et hommes en fonction des générations. Si ce phénomène d'inégalité salariale est relevé dans les secteurs avec une présence féminine moindre, il est d'autant plus important quand un secteur professionnel est majoritairement féminisé. En effet, la féminisation d'un secteur professionnel est sujette à une baisse de financement. Phénomène multisectoriel, on l'observe dans la sphère professionnelle et privée. Quatrièmement, focus sur les startups, étude réalisée par les entreprises pour la cité. Selon une étude de la BPI, on relève seulement 18% de la part féminine dans les postes de direction dans les 40 premières startups. La rémunération moyenne des femmes y est inférieure à celle des hommes, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Un quart d'entre elles gagnent moins de 50 000 € par an, contre 14% des hommes. 5% plus de 250 000 €, contre 11% des hommes. Les femmes sont plus souvent célibataires ou divorcées, même si elles sont mariées, pacsées à 79%. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sur LinkedIn, Instagram @tougapfrance et Twitter @tougapf. À bientôt!